Pendant que le Japon et les États-Unis ouvrent grand les portes aux crypto-monnaies, en les intégrant à la finance traditionnelle, l'Europe, elle, reste à la traîne, engluée dans ses régulations étouffantes et sa bureaucratie oppressante. Aujourd'hui, on décrypte pourquoi certains pays accélèrent et d'autres freinent des quatre fers. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le mardi 1er avril 2025, et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. J'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et on commence tout de suite avec une vue d'ensemble sur le marché qui est plutôt vert aujourd'hui. Après la belle chute qu'on a subie ce week-end, le marché crypto se relève tout doucement, le Bitcoin a repris 1,7%, l'Ethereum 3%. C'est pas tout, vous voyez, on a le projet Hype qui a repris 6,7%, on a Comp 56%, EOS 15%, c'est du jamais vu, CRV 16%, Doge 3,6%. Bon, globalement, on a un petit rebond. Petit parce que sur le week-end, on avait perdu presque 8% sur les majors. Alors, est-ce que c'est le début d'un gros rebond? Est-ce qu'on a enfin trouvé le bottom? Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et on regarde tout de suite l'indice de la peur et de la cupidité. Nous sommes exactement au même niveau qu'hier, à 24. Toujours dans la peur. On remontait tout doucement vers les 40, vers la neutralité la semaine dernière. Malheureusement, avec la chute qu'on a eue ce week-end, évidemment, on se redirige plus vers l'extrême peur. Mais comme je vous dis, c'est pas grave. C'est toujours dans la peur qu'on trouve les meilleurs moments pour rentrer, pour investir, à prix discount. Ça veut pas dire que c'est le bottom, ça veut juste dire que c'est un bon moment pour rentrer. De toute façon, si on garde cette règle-là, et qu'on achète dans la peur et qu'on revend dans l'euphorie, on n'est jamais perdant. En première news, on constate que l'or a encore dépassé son ATH. L'ATH, c'est le all-time high, donc c'est son record historique. Oui, quand tous les marchés paniquent, que tout est dans le rouge, en fait, l'or a toujours été considéré comme une valeur refuge. Donc évidemment, les institutions, les gens, etc. vont vendre leurs actifs à risque pour se positionner plutôt sur des actifs plus sûrs, plus solides, plus safe. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, avec les actifs à risque on et à risque off. Je vous mets un petit lien juste au-dessus pour que vous puissiez aller la voir et que vous puissiez comprendre les mouvements de marché vers les risques on et les risques off. C'est super intéressant et ça explique pourquoi justement, pendant que tous les marchés baissent, et ben l'or au contraire augmente. Alors la news suivante, désolé pour les détenteurs de Doge, désolé Yakal, malheureusement Elon Musk vient de confirmer que le Doge, donc là cette fois-ci le Department of Government Efficiency, n'a pas prévu d'adopter le Dogecoin. Donc la crypto-monnaie Doge. Même si effectivement c'était un beau clin d'œil à cette crypto, malheureusement, il n'a pas prévu de le faire adopter par le gouvernement. Ah, ça aurait été beau, hein. Et non, malheureusement, il est quand même obligé de rester un minimum raisonnable. Pour la news suivante, elle parle des ETF Bitcoin. Vous savez, ils ont été validés l'année dernière, en janvier 2024. Et depuis, ils n'ont cessé d'acheter tout au long de l'année 2024 et ils continuent toujours d'en acheter. Et donc leur prix d'entrée moyen fait qu'aujourd'hui, ils sont en profit d'environ 17%. Alors, ils ont été beaucoup plus en profit début janvier 2025. Malheureusement, depuis, on est en train de corriger. Mais c'est quand même, du coup, un bon prix d'entrée puisqu'ils sont toujours en profit. Ils sont toujours à plus 17% de leur prix d'entrée. Donc, en moyenne, pour l'instant, il n'y a pas trop de gens qui paniquent. Sauf ceux, évidemment, qui sont rentrés au top. En moyenne, leurs clients sont plutôt bénéficiaires. Si effectivement, le prix devait descendre sous leur prix d'entrée, là, on pourrait connaître un gros mouvement de panique parce que les investisseurs commenceraient à être majoritairement en perte. Alors la news suivante, elle nous dit que les frais d'Ethereum retombent à un niveau qui n'avait pas été atteint depuis mi-2020. C'est-à-dire que la blockchain rapporte moins d'argent, que moins d'activité sur le réseau, ça veut dire moins de demandes pour l'ETH, ça ralentit le burn. Vous savez, c'est cette mécanique de l'EIP 1559 qui a été mise en place en 2021 et qui détruit une partie des frais pour réduire l'offre d'ETH. Là, avec des frais au ras des pâquerettes, presque rien n'est brûlé. Donc, pas de boost déflationniste pour le prix à court terme. Effectivement, le fait de burn des tokens, ça permet de raréfier le TH et donc de faire augmenter son prix. Là, le fait qu'il y ait moins d'activité, ça fait moins de frais, donc moins de burn, et donc l'Ethereum reste inflationniste. D'où son prix qui chute également. Il n'y a pas qu'une histoire de psychologie autour de l'Ethereum, il y a également aussi des éléments techniques. Mais attention, un réseau moins cher, c'est donc une opportunité pour la DeFi et les NFT de revenir en force. Si le marché se réveille, le TH pourrait décoller. Mais si le marché se réveille, et ça c'est pas encore gagné. Alors la news suivante, c'est un graphique qui nous montre que l'offre de Bitcoin sur les exchanges tombe à 7,53%, un record depuis 2018. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a moins de Bitcoin à vendre, donc moins de pression baissière sur le prix. Du coup, on a plus de holders qui vont conserver leur Bitcoin au chaud. Et ça, c'est clairement un signal bullish. Bullish, ça veut dire haussier, pardon. Je vous le rappelle, pour ceux qui ne comprennent pas les termes un peu techniques, que je vous mets chaque jour en commentaire épinglé un lien direct vers mon petit lexique de l'apprenti crypto trader. Évidemment, c'est gratuit, donc allez le télécharger. Dans la news suivante, qui nous dit que le Nasdaq a atteint de nouveaux plus bas en 2025, en baisse de 10,4% depuis le début de l'année, alors que les actions tech chutent en raison de préoccupations croissantes sur les tarifs douaniers et une inflation plus élevée que prévu.
Évidemment, on l'a vu déjà dans les vidéos précédentes, quand les marchés traditionnels chutent, eh ben, le Bitcoin chute, les altcoins, elles, sautent du Burj Khalifa. Tiens, d'ailleurs, je vois qu'il y a un mème en dessous qui est super drôle. C'est donc la tête de Jérôme Powell qui a été collée sur le corps de Saul Bae, et au lieu de répandre du sel, il est plutôt en train de répandre des bougies rouges. Depuis son discours du FOMC en décembre 2024, effectivement, le marché des altcoins n'arrête pas de chuter. Je vous rappelle que lors de ce FOMC, il avait tenu des propos très pessimistes quant à l'avenir de l'inflation aux États-Unis et que du coup, il avait décidé de ralentir la baisse des taux, qui effectivement n'a pas plu au marché. Et depuis, entre Trump qui nous lance sa guerre commerciale, sa guerre des taxes douanières, et Jérôme Powell qui veut pas baisser les taux, effectivement, pour les marchés à risque, les risques on, ça devient très compliqué. Alors, vous vous rappelez dans la vidéo d'hier, je vous montrais justement une carte du monde avec les pays qui avaient favorisé l'adoption des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin. On a vu que la Bolivie en faisait partie, puisque en 2014, elle avait banni le Bitcoin, mais en 2024, elle avait de nouveau autorisé. Et alors là, du coup, cette news nous dit que la Bolivie autorise l'utilisation régulée des actifs numériques sous la supervision du gouvernement. D'ici mars 2025, donc on y est, les entreprises énergétiques d'État explorent les cryptos pour les importations de carburant, marquant ainsi un virage vers la modernisation, mais surtout vers l'adoption des crypto-monnaies. Enfin, du Bitcoin en tout cas. Alors du coup, pareil, on avait parlé du Nigeria hier, toujours avec cette même carte, je vous la remonte rapidement. C'était ça. Donc le Nigeria, il est ici, qui avait légalisé le Bitcoin en 2023. Et donc un nouveau rapport de KPMG révèle que les Nigérians ont échangé environ 59 milliards de dollars en actifs cryptographiques entre juillet 2023 et juin 2024. On dirait pas comme ça, mais il y a une sacrée activité là-bas. Après, c'est vrai que le Nigeria, c'est le seul pays d'Afrique qui a développé une politique très pro-crypto. D'ailleurs, il y a beaucoup de fermes de minage qui sont situées là-bas. J'ai lu un rapport dernièrement qui disait que grosse majorité de leur économie était maintenant autour de la crypto. Alors, est-ce qu'on va avoir un futur Wakanda? Pourquoi pas? Wakanda forever. Alors, dernière news, on a la FSA japonaise qui veut reclasser les crypto-monnaies comme produits financiers d'ici 2026. Ça veut dire qu'elles seront soumises aux mêmes règles que les actions ou les obligations, avec un cadre clair pour lutter contre les abus comme le délit d'initié. Ce n'est pas juste une histoire de régulation, c'est une volonté d'attirer les gros poissons, les investisseurs institutionnels. Le Japon voit en effet les cryptos comme une opportunité économique et pas comme une menace. En intégrant les cryptos de manière mainstream, donc commune, ils misent sur une adoption massive et un marché plus mature. Ça montre une vision à long terme plutôt que de brider, construisent un pont entre la finance traditionnelle et le Web3. Et ils suivent en réalité le pas des États-Unis, puisque la SEC, l'équivalent de la FSA japonaise ou de l'AMF en France, a longtemps joué les flics durs. Mais avec les ETF Bitcoin et Ethereum validés en 2024, autorisés en 2024, c'est clair qu'ils ont ouvert la porte aux institutions. Les géants comme BlackRock ou Fidelity ne se contentent plus de regarder, ils investissent des milliards. Les États-Unis ne veulent pas rater le train de la révolution crypto, même si la régulation traîne encore, le marché lui-même pousse à une intégration dans la finance traditionnelle. Et je vous parle même pas de la hype crypto depuis que Trump a été élu. Entre ces différentes déclarations d'amour en crypto et la décision de constituer une réserve stratégique en Bitcoin pour le gouvernement américain, clairement les États-Unis sont en train de montrer la voie au reste du monde. Enfin, le reste du monde, sauf l'Europe. Avec le règlement MiCA. Vous savez, le Market in Crypto Assets. L'Union européenne a mis en place un cadre légal hyper strict, entré en vigueur progressivement depuis 2023. Sur le papier, c'est pour protéger les consommateurs et éviter les scandales à FTX. Mais dans les faits, ça freine l'innovation. Les exchanges doivent jongler avec des exigences lourdes. Les projets DeFi sont étouffés par la bureaucratie et les investisseurs institutionnels hésitent face à un climat hostile. Les stablecoins sont bannis en Europe. Ça veut dire qu'on peut même plus sortir en stablecoin, on est obligé de sortir en monnaie fiat, donc du coup se faire taxer. Et alors pendant que le Japon et les États-Unis attirent les capitaux, l'Europe se contente de poser des barrières. Résultat, les startups crypto fuient vers des hubs comme Dubaï ou Singapour. Le vieux continent risque encore de louper le coche, si ce n'est pas déjà fait. Alors pourquoi cette différence d'approche? Le Japon et les États-Unis partagent une mentalité pragmatique. Ils veulent dominer le marché mondial de la finance et les cryptos sont un levier pour y arriver. Le Japon avec son avance technologique, et les US, avec leur puissance économique, voient les cryptos comme un outil pour rester compétitif. L'Europe, elle, est paralysée par une obsession de contrôle et une peur du risque. Au lieu d'intégrer les cryptos pour en tirer profit, elle préfère les brider pour éviter les problèmes. D'un côté, on construit l'avenir, de l'autre, on protège le passé. Et d'ailleurs, en finance, il y a un adage qui dit que les États-Unis innovent et l'Europe régule. Et ben, c'est encore une fois vérifié. Malheureusement. Et c'était tout pour les news, on passe tout de suite sur le calendrier économique. Donc aujourd'hui, à 15h45, on a le PMI manufacturier, à 16h, l'indice PMI manufacturier de l'ISM pour le mois de mars, et à 16h, les nouvelles offres d'emploi. Donc si vous tradez, attention, ça peut effectivement bouger un petit peu. En ce qui concerne les inflows et les outflows sur les ETF Bitcoin et Ethereum, pour la journée d'hier, on a donc 60 millions de dollars qui sont sortis des ETF Bitcoin, 6,4 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Ethereum. J'ai dû m'y prendre à 4 fois pour réussir à dire cette phrase tellement elle était étonnante. On a tellement eu de sorties des ETF Ethereum que il m'était compliqué de dire qu'il y avait eu des entrées. Et ça fait même 2 jours d'affilée qu'on a des entrées sur les ETF Ethereum.
Bon, en même temps, on a un prix qui est tellement bas que, à part acheter, je vois plus trop ce qu'on peut faire. Hein. Enfin, pourvu que ça dure, que là, il est grand temps quand même que l'Ethereum reprenne un peu de souffle. Alors, quand on regarde la liquidation heatmap, on voit qu'on est remonté un tout petit peu. Là, on est passé de 81 400 à 83 600. Vraiment pas grand-chose. Hein. Là, clairement, on voit toujours la tendance baissière à long terme. À très court terme, c'est en train de monter. À moyen terme, c'est en train de descendre. D'ailleurs, il y a encore pas mal de liquidités à prendre en dessous, autour des 80 000 $, mais également autour des 74 000 $. Et surtout, il y en a énormément en dessous sur les 67 000 $. Alors attention, il y en a aussi au-dessus. Mais vu que la tendance est baissière, on serait peut-être plus enclin à aller chercher celles qui sont en dessous que celles qui sont au-dessus. On va voir ça tout de suite en analyse technique. Et quand on regarde le Bitcoin en daily, donc en daily, ça veut dire que chaque bougie représente une journée, on voit qu'on est tranquillement en train de suivre le scénario que j'avais tracé déjà la semaine dernière. Je les ai toujours pas changés, hein. Donc le jaune, c'était effectivement sur une reprise haussière dès qu'on aurait comblé le gap CME. Le gap a été comblé et traversé. Et là, je table, moi, sur une petite respiration à la hausse pour finalement aller chercher des plus bas aux alentours des 73 000 $. Là, clairement, comme vous le voyez, on a tapé le haut du canal baissier. Il ne serait pas déconnant ni étonnant d'aller chercher maintenant le bas du canal baissier. Surtout que ça coïncide avec toutes les liquidités que je vous ai montrées tout à l'heure sur la heatmap. Mais ça correspond également avec une zone d'imbalance, qu'on appelle un fair value gap, qui avait été créée juste après les élections américaines en novembre 2024. Alors concernant l'analyse et le trading du Bitcoin, puisque vous savez, moi je fais du scalping, je commence toujours ma journée en regardant en daily et en plaçant mes niveaux principaux. Déjà, on va tracer le plus haut du jour précédent, le plus bas du jour précédent, donc le previous day high et le previous day low. On voit qu'aujourd'hui, on a déjà pris le plus haut de la veille. Ensuite, on va zoomer un petit peu, on va rentrer en 1 heure, et on va essayer de regarder un petit peu la tendance. Globalement, on avait initié une petite tendance haussière, on a vu qu'on a touché le haut du canal, qu'on a cassé du coup cette trendline haussière à la baisse, et que depuis, on est un petit peu en train de respirer. C'est toujours intéressant de regarder justement ces différentes time frames pour qu'on puisse se situer un petit peu dans le marché. Parce que là, en daily, si on regarde depuis 2 mois, on est baissier. Si on zoome un petit peu en horaire, on se rend compte qu'on est à moyen terme haussier, qu'on a une petite correction. Et là, du coup, on va encore zoomer. On peut se mettre en 15 minutes, par exemple. Et en 15 minutes, on se rend compte que depuis ce matin, on est plutôt haussier. On fait des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts également. Et donc, on est plus ou moins en train de casser cette trend baissière. Là, vous voyez, le plus haut qu'on a fait hier était déjà plus haut que les plus hauts précédents. Donc, on est en train de casser cette structure baissière. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Valider le fait qu'on soit vraiment reparti en tendance haussière, ce serait bien de casser ces plus hauts-là, voire même re-rentrer, réintégrer le range qu'on avait juste ici. Malheureusement, comme on le voit, on a une trend baissière qui est assez puissante puisque c'est une trend daily. Et donc, dès qu'on s'y approchera, il faudra s'attendre à ce qu'effectivement, on retrace. Ensuite, pour du scalping, je passe en 5 minutes, voire des fois même 1 minute, et je vous montre un petit peu comment je fais. Ce matin, je me réveille, je vois qu'on est en train de faire des plus hauts de plus en plus haut, et je vois qu'ici, on fait un plus haut qui est plus bas que le plus haut précédent. Donc, on pourrait effectivement se dire qu'on part à la baisse. Pour valider ça, il faudrait faire effectivement un plus bas qui est plus bas soit que celui-là, soit que celui-là. Sauf que là, on a fait un plus bas et on est reparti à la hausse. Et pour le coup, on fait un plus haut qui est plus haut que celui-là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, tout ce qu'il y a entre les deux, ce n'était que du bruit. Donc le lot protégé, ce n'est pas celui-là, c'est plutôt celui-là. Du coup, pour prendre position, c'est pas compliqué. On va tracer son Fibonacci de là à ici, et on prend une position longue sur la 618, vous voyez, avec un stop loss sous le plus bas précédent. Donc sous ce plus bas là et pas celui-là. Et vous voyez, depuis tout à l'heure, je suis toujours en longue. Je n'ai pas encore coupé. Alors, j'ai déjà pris un TP partiel ici. Pour la journée, je nous vois plutôt haussier, donc je laisse courir le reste du trade. Alors, je l'ai pris exactement comme ça, sur la 618, avec un stop loss en dessous. Et donc là, pour l'instant, j'ai un risk-reward de 6. Alors, en effectif, c'est un peu moins parce que j'ai pris un TP partiel ici. J'ai coupé la moitié de ma position ici. Parce qu'en fait, ça correspondait au plus haut qui était là. Et généralement, il est possible qu'on vienne juste chercher la liquidité pour repartir à la baisse. Fort heureusement, le prix a continué de monter. Donc, je garde mon trade ouvert pour l'instant. Alors, j'ai failli me faire sortir, hein, mais on voit que ce plus bas était effectivement bien protégé et qu'on a non seulement réagi sur ce support, mais également sur la VWAP de la session. Vous voyez, c'est la petite ligne, la petite courbe orange. Et donc, le fait de passer de grosse time frame à petite time frame, ça m'a permis de zoom in, donc de zoom in, c'est-à-dire de passer du plus gros au plus petit,
pour identifier effectivement la tendance de fond. Si on regarde en 15 minutes, on était plutôt haussier. Puisque moi, je fais du scalping, à ce moment-là, effectivement, pour chercher mes entrées, je vais plutôt me mettre en 5 minutes, voire même des fois 1 minute. Alors en théorie, j'aurais pu effectivement le prendre encore plus bas sur la 786 ou même attendre d'être sur la VWAP. Et du coup, je serais rentré au parfait bottom. Mais vous savez, quand on a des trains haussières comme ça, il est aussi possible que le train parte sans moi. Et donc du coup, que dès la 618, ça réagisse et ça parte à la hausse. J'ai préféré rentrer à un niveau que je trouvais satisfaisant. J'ai mis mon stop loss à un niveau qui invalidait ma théorie, puisqu'effectivement, si on faisait un plus bas qui était plus bas qu'ici, à ce moment-là, on allait peut-être rentrer en tendance baissière, on aurait peut-être un retournement de tendance. Si effectivement, on avait dépassé ce niveau, j'aurais été sorti du trade, j'aurais perdu mon risque. On appelle ça un top-down analysis. On passe de grosse time frame à petite time frame. Attention, si la tendance était plutôt baissière, en plus haut time frame, j'aurais plutôt cherché un short qu'un long, c'est logique. C'est là où je rejoins certains influenceurs qui disent « Trend is your friend », effectivement, il vaut mieux trader dans la tendance. Mais après, ça va dépendre aussi de quel time frame vous tradez. Si vous faites du scalping, pas besoin de considérer qu'on est en bull run et qu'on est en marché haussier pour trader. On peut prendre des positions short, puisque le marché ne fait pas que monter. Et on regarde maintenant l'Ethereum qui est en train de faire une sorte de W. Oui, clairement un W. On voit qu'il essaye de réintégrer son range, qu'il a finalement échoué. On s'est retrouvé à un bottom qui était quasiment un equal low, hein, c'est-à-dire que quasiment égal au bottom précédent, mais que depuis, on est en train de réagir. On suit tout doucement le Bitcoin. Bon, c'est pas encore très glorieux, hein, mais j'ai bon espoir que si on arrive, en tout cas, à recover sur le Bitcoin, qu'on puisse réintégrer le range sur Ethereum également. Bon, je vous cache pas que ce sera pas pour tout de suite, puisqu'on a vu la courbe du Bitcoin, et je prévois plutôt une baisse qu'une hausse dans l'immédiat. Mais on sait jamais. Ethereum aussi doit avoir son rallye. Il y a des bonnes news qui arrivent, à la fois la mise à jour Pectra, mais également l'accord, l'approbation pour staker de l'Ethereum sur les ETF. Ces deux news-là devraient fortement faire monter le prix. Alors en ce qui concerne le ratio Ethereum-Bitcoin, bon, on est toujours aux oubliettes, hein. On remonte tout doucement, mais c'est ridicule, c'est une virgule quoi, à côté de cette trend baissière qui a même accéléré ces derniers temps, derniers mois même. Pour l'instant, c'est pas encore gagné pour l'Ethereum. Mais on est sur une bonne zone de support. Espérons qu'elle tienne, espérons qu'elle tienne. Et alors, quand on regarde la Bitcoin dominance, on voit que pendant le week-end, elle avait bien monté, elle avait même cassé le range à la hausse. On est en train de faire un petit pullback. Et qu'il serait pas étonnant de voir justement le pullback sur la zone pour ensuite repartir à la hausse. Malheureusement, on est déjà au-dessus des 62%. C'est un montant qui est historiquement haut. Et c'est comme ça, quand les marchés chutent, les gens vont plutôt se réfugier dans le Bitcoin par rapport justement aux altcoins qui sont plus fragiles. Et du coup, la Bitcoin dominance augmente. Puisque le Bitcoin chute, certes, mais beaucoup moins fort que les altcoins. Mais en réalité, le Bitcoin, c'est lui-même un altcoin. Et un altcoin de quoi? Un altcoin de la finance traditionnelle, notamment du Nasdaq. Puisque regardez, quand on le regarde en daily, et effectivement, le Nasdaq est en train de chuter depuis le mois de février. On est rentré dans une trend baissière. Alors, globalement, on est toujours haussier, si on dézoome un petit peu. Mais on subit une belle correction actuellement. Et puisque le Bitcoin est très corrélé au Nasdaq, le Bitcoin chute également. Si le Nasdaq continue de chuter, c'est là qu'on ira chercher les 73 000 $ sur le Bitcoin. Quand on regarde le SP500, exactement la même chose. Hein. On se retrouve dans une belle trend baissière. Alors par contre, ce qui est bien sur le SP500 en daily, c'est que vous voyez, on est en train de marquer une belle divergence. Là, on a un plus bas qui est plus bas que le bas précédent. Vous voyez? On est en train de descendre pour le prix. En revanche, regardez le RSI. Là, on était en survente et là, on ne l'est pas du tout. On est en train de monter sur le RSI. C'est la force relative du mouvement. Quand il y a une divergence comme ça, ça marque un potentiel retournement. Donc, est-ce que le SP500 va nous réentraîner vers la hausse et vers des plus hauts sommets sur le Bitcoin? C'est possible. C'est possible. À voir sur les prochains jours. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!